Des humains ordinaires qui réalisent des choses extraordinaires. Je suis Jonathan Bellevaux. Je suis Camille Serme. Bienvenue dans Héros minuscules. Parce que le monde dans lequel nous vivons a besoin d'humanité et de jolies histoires. Ensemble, allons à la rencontre d'humains étonnants pour entendre, partager et s'inspirer d'un bout de leur vie. Et pour que leurs histoires impactent les nôtres à tous. Salut Camilla. Salut Jonathan. On va briser le quatrième mur, hein. Ça fait déjà 15 minutes qu'on est là et qu'on discute. Bienvenue sur le podcast Héros minuscules, c'est un vrai plaisir de te recevoir. Merci à vous deux pour l'invitation, ça m'a surprise, mais bon, moi je prends toujours beaucoup de plaisir à pouvoir discuter et partager un peu mes expériences personnelles et professionnelles, donc c'est un vrai plaisir. Ouais. Alors, c'est amusant, tu dis que c'est ta surprise, on y reviendra là-dessus. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors c'est Camille Argolès, j'ai 34 ans, je suis franco-argentine. Ou plutôt argentine née en France, comme je me définis en général. Je suis joueuse professionnelle de tennis de table et je suis docteur en biologie. Ok. Et alors, pourquoi ça t'a surprise de venir ? En fait, je m'attendais pas à ce que tu fasses un podcast. Enfin, ça m'a surpris c'était pas. Vu le titre, ça rentrait dedans, mais je m'attendais pas en allant à une séance d'hypnose à ce qu'on m'invite à un podcast, quoi, en fait. C'était surtout ça la surprise, disons. Ouais, j'imagine. C'est vrai que pour les auditeurs, nous, on se connaît parce qu'on a bossé ensemble en tant que prep mental et tout. Mais là, on va explorer un autre pan de ta vie, enfin, qui vont se croiser forcément avec le tennis de table et la compète. Avant de commencer, nous, on aime bien aussi se demander c'est quoi ta chanson du jour, tu vois, qui représente le plus ton ambiance. J'ai réfléchi longuement. Ouais. Et c'est la symphonie des éclairs de Zao de Sagazan. Oh, waouh. Le texte, je le trouve magnifique et en fait, c'est houleux et en même temps, il y a quand même de l'espoir et ça représente un peu mon état d'esprit du moment où je suis en fin de saison, de la pire saison de ma carrière, un peu aussi en période de transition, donc c'est un peu, c'est un peu houleux en ce moment. Ouais. Donc ça représente bien mon état d'esprit. En plus, j'adore cette chanson parce que je trouve le texte magnifique. Ouais, je crois que je l'ai déjà écouté une fois, je réécouterai. Moi, c'est Let It Be des Beatles, aujourd'hui. Celle-là aussi. Ça pourrait aussi, oui. Elle fonctionne bien, en fait. Oui. J'ai essayé de chercher un truc en français. Je me suis dit, comme ça, tout le monde peut comprendre les paroles plus facilement. Mais oui, c'est vrai que ça pourrait très bien être Let It Be. Ouais, ça fonctionne aussi. Ouais. Une Argentine qui vit en France, c'est ça que tu as dit tout à l'heure ? Oui, née en France, parce que j'ai toujours vécu en France. Mais en même temps, t'arrives là, t'es en blanc, en bleu, couleur de l'Argentine. C'est quoi ton parcours justement par rapport à... On va rentrer directement dans plein pied, mais ton parcours par rapport à l'Argentine, par rapport à... Puisque tu joues aujourd'hui au tennis de table pour l'Argentine, raconte-nous un peu ton histoire. Mes parents sont tous les deux argentins. Ils se sont rencontrés en France, mais donc c'est drôle parce qu'ils sont tous les deux argentins. Ils sont arrivés quasiment au même moment en France pour des raisons différentes, mais ils sont arrivés en 80 et 82. Donc moi, j'ai toujours été bercée par la culture argentine de par mes grandes sœurs, parce que j'ai 2 grandes sœurs du premier mari de ma mère et un petit frère. Et par les amis, les contacts. Mes parents avaient quand je suis née, mes parents avaient un restaurant dans le 13e de traiteurs latino-américains, donc beaucoup de contacts avec le monde latino-américain. Ils ont toujours beaucoup milité toujours suivi l'actualité politique en Argentine. Donc pareil, tous les amis, beaucoup d'amis de mes parents sont des réfugiés politiques comme ma mère. Donc c'est vrai que j'ai toujours été bercée par la culture argentine à la maison et en dehors de la maison par la culture française. Donc j'ai bien évidemment la double culture, mais c'est vrai que à la maison c'était on a toujours parlé en espagnol. La culture
gastronomique, on va dire, même musicale, elle est très très marquée par l'Argentine et par l'Amérique latine. Donc c'est vrai que j'ai toujours eu beaucoup de contacts avec le pays. On a voyagé aussi pas mal. Mais pour revenir à l'histoire de mes parents, ma mère, donc elle est née en Argentine, de parents italiens, donc je suis d'origine italienne. Comme beaucoup d'Argentins. Et en fait, elle, donc dans les années 70, il y a eu beaucoup de dictatures dans les différents pays. Enfin, il y a eu des dictatures dans quasiment tous les pays d'Amérique latine. Et donc l'Argentine en fait partie. Et avec son premier mari, qui est le père de mes 2 grandes sœurs, ils étaient militants c'était des militants péronistes qui étaient persécutés par des milices anti. Il y avait des milices qui s'appelaient, c'était la AAA, c'était l'Alliance anticommuniste argentine. Et donc c'était des militaires qui persécutaient les opposants politiques et qui ont assassiné et fait disparaître et torturé, de nombreuses personnes avant même le coup d'État du 24 mars 76. Et donc le père de mes grandes sœurs en fait partie. Il a été assassiné puis et porté disparu en 75 ou 74, 75. 75 du coup non. Et ma mère, comme il le recherchait, en fait, elle a été mise en prison en fin 74 et elle était enceinte de ma 2e grande sœur. Donc moi j'ai une grande sœur qui est née en 71. Et en 75, ma mère, elle était enceinte de ma 2e grande sœur et elle a été mise en prison par ces milices-là, avant le coup d'État, du coup, parce que c'était un an avant, un petit peu plus d'1 an avant. Et donc, elle a eu ma 2e grande sœur, qui est née en avril 75, en prison, dans des conditions d'insalubrité extrême, puisque elle a accouché dans un hôpital désaffecté avec un médecin qui avait été ramené là par les militaires et qui heureusement lui a demandé toutes ses données pour pas que en fait on perde la trace de cet enfant ni sa trace, pour pas qu'elle soit clandestine, parce que avant d'être dans la prison, elle a été portée disparue pendant quelques jours. Le temps ma grand-mère et ses frères et sœurs ne savaient pas où est-ce qu'elle était. Et donc, elle a accouché menottée. Et après, elle a eu la chance, entre guillemets, d'avoir accouché avant le coup d'État, puisqu'à partir du 24 mars 76, il y a eu un plan systématique d'appropriation de tous les nouveau-nés qui étaient nés en prison ou dans les camps clandestins, avec l'assassinat quasi systématique des mères qui étaient soit enceintes au moment de leur incarcération, soit qui avaient été violées et qui étaient tombées enceintes. Et donc aujourd'hui, on estime qu'il y a environ 500 personnes qui sont nées dans ces conditions-là et qui ont été appropriées soit par des militaires, soit par des personnes à qui on a donné un bébé en adoption par une voie légale, mais avec des faux certificats de naissance. Et donc, il y a toujours une campagne très grande. Pour l'instant, on a retrouvé 300... Non, une centaine, je crois, ou 200 à peu près, personnes qui ont retrouvé leur identité. Mais il en reste encore beaucoup qui ne savent pas... qui ont toujours vécu dans le mensonge, en fait. Ouais. Soit... parce que leur famille leur a occulté vraiment leur origine, soit parce que les gens ne savent même pas, ils ont adopté un enfant en 80 ou en 79, on leur a dit venez d'un orphelinat, et en fait ils ne se sont jamais posé la question. Voilà. Donc ma mère... Ce que tu appelles l'appropriation, c'est une adoption d'un enfant, mais qui venait de ses naissances. Voilà, sans voile par mais les personnes qui adoptaient n'étaient pas forcément au courant que... Alors, il y a eu beaucoup d'enfants qui ont été appropriés par les militaires directement. Ouais. Donc, en fait, ils avaient un enfant à disposition, ils faisaient des faux certificats de naissance. Et donc, c'était des enfants qui étaient... de la famille directement, en fait, ils n'ont même pas un vrai certificat de naissance. Il y en a qui ont des vrais certificats de naissance. Et il y en a qui étaient envoyés dans des orphelinats
Ou alors, à l'époque, c'était pas comme maintenant où on pouvait dire à quelqu'un, si quelqu'un connaissait une personne qui voulait avoir un enfant, qui n'y arrivait pas, il disait oui, on a là, la mère est morte à l'accouchement, machin. Et en fait, ça se faisait un peu comme ça, et parfois même dans les orphelinats directement. Donc il y a différentes voies qui ont été, mais c'est ce qui s'est passé aussi en Espagne pendant la dictature, où il y a eu énormément d'enfants qui ont été volés à leur mère. Pas dans les mêmes conditions parce c'était des personnes qui allaient à l'hôpital et on leur disait que leur enfant était mort-né, et en fait il y avait une voie, il y avait tout un parcours d'adoption parallèle. Mais il y a eu beaucoup d'enfants qui ont été volés comme ça. Donc la chance qu'a eu ma mère, c'est que comme ma grande sœur est née avant le coup d'État, et en fait elle était déjà déclarée, tout le monde savait où est-ce qu'elle était, elle était pas clandestine. Du coup, ils avaient pas trop le choix. Elle a pu être déclarée, reconnue. Reconnue. Et donc, elle est restée un an avec ma mère. Puis, elle a été confiée à ma grande sœur, à ma grand-mère, pardon. Ma grande sœur, elle avait 4 ans, donc c'était pas possible. À ma grand-mère, qui avait déjà donc récupéré ma grande sœur. Qui avait 4-5 ans à ce moment-là. Et donc, les filles, elles ont été élevées par leur grand-mère et avec mes oncles qui n'avaient pas énormément d'écart avec elle à ce moment-là. Mais ta mère était encore en prison à ce moment-là ? Oui, elle est sortie en 81. Donc, elle a fait 6 ans et demi de prison. Et la première année de vie de ta sœur, elles étaient ensemble en prison ? Ouais, ensemble en prison. Et d'ailleurs, il y a un autre bébé qui est né au même moment, presque, d'une autre femme, et elle était tellement traumatisée et stressée par le contexte qu'en fait elle avait pas de lait, et du coup ma mère lui a donné le sein. En fait, elles ont quasiment le même âge, elles ont quasiment le même âge avec ma grande sœur, et donc elles ont toutes les deux tété ma mère, parce que le bébé en fait perdait du poids, et parce que la mère n'avait pas de lait à cause des conditions de détention et du stress, et de tout le contexte qui n'était pas vraiment, qui n'était pas du tout apte à accueillir un enfant, quoi. Apte à rien du tout d'ailleurs. Mais encore moins accueillir un enfant dans des conditions dans lesquelles on espère accueillir un enfant. Et donc en 80, ma mère est expulsée de l'Argentine. Et il y avait différents pays qui donnaient des visas de réfugiés à ce moment-là. Et donc, il y avait beaucoup de pays d'Europe. Donc, il y a des Argentins un peu partout en Europe de cette période-là. Il y avait aussi les États-Unis. Et donc, ma mère avait le choix entre les États-Unis, l'Italie et la France. Et ma mère, elle est italienne, elle a la nationalité italienne. Les États-Unis, c'était pas une option pour elle parce que idéologiquement, c'était pas compatible. Et la France, en fait, c'était à ce moment-là, c'était un pays où ça bougeait énormément. Il y a eu beaucoup de mobilisation d'artistes, même au sein du gouvernement. Enfin, vraiment. D'ailleurs, on le voit encore aujourd'hui. Il y avait même des. On cherchait à faire venir des étudiants, des cerveaux accueillir dans le milieu universitaire français. Il y a beaucoup de gens qui sont venus, même qui sont partis avant la dictature, qui ont fui l'Argentine avant la dictature pour se protéger, parce qu'ils savaient très bien que ça allait être très compliqué. Et pendant aussi, il y a des gens qui sont sortis clandestinement. Et c'est vrai que la France a été une terre d'accueil incroyable pour beaucoup aussi de réfugiés politiques du Chili. Et en fait, c'est vrai qu'on le voit, il y a beaucoup... Moi, j'ai grandi à Fontenay-sous-Bois, et c'est vrai qu'il y a un gymnase Salvador Allende. La dictature chilienne aussi, c'est quelque chose qui est assez présente dans les esprits en France. À ce moment-là, c'était Mitterrand qui était président. Donc c'est vrai que ça bougeait beaucoup au niveau solidarité internationale. Et donc elle a obtenu un visa pour la France, et elle est arrivée ici toute seule. D'abord. Et un an après, mes grandes sœurs l'ont rejointe avec ma grand-mère, qui est venue avec elle. Et donc, elle a dû établir, même, presque plus que rétablir, un lien avec mes grandes sœurs, parce qu'elle les avait vues
très peu. Enfin, elles allaient en prison de temps en temps, mais c'est vrai que il y avait pas cette relation mère-fille, enfin mère-enfant, parent-enfant qui était établie parce que ils la connaissaient pas vraiment. Donc c'est vrai que c'était très compliqué au début parce que ma grand-mère, elle voulait pas non plus, elle voulait pas les laisser. Les filles, elles voulaient partir parce qu'elles allaient rester quasiment avec une inconnue dans un pays nouveau, dans un contexte complètement inconnu du jour au lendemain. Ouais. Donc c'est vrai que ça a été assez compliqué, mais heureusement maintenant, ils ont une super relation entre elles, mes grandes sœurs, et avec ma mère, vraiment, on a tous une très 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 bonne relation dans la famille. Donc voilà comment ma mère elle est arrivée en France. Et donc elle avait 27 ans quand elle est arrivée en France, parce qu'elle a été en prison parce qu'elle les a eu assez jeunes. Elle a eu ma première grande sœur à 17 ans et la deuxième à 21. Et donc d'entre 21 et 27, elle était en prison. Et donc elle est arrivée en France et elle avait pas étudié, elle avait rien quoi. Ouais, donc, elle sort toute cette période de 20 à 27, qui est une période où tu te transformes un peu en adulte et tout. Bon, là, elle était en prison. Ouais. Ça, j'imagine que ça renforce aussi le côté adulte, mais pas forcément de la manière qu'on imagine. C'est clair. Vraiment, oui. Et dans un pays, en plus, elle ne parlait pas du tout la langue. Après, il y avait des personnes déjà qui étaient là, qui étaient arrivées avant elle, des Argentins. Et donc, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de mobilisation, puisque après, en 83, il y a eu le retour de la démocratie. Les gens étaient très mobilisés pour les disparus, les détentions. Donc, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de dénonciations et des manifestations. Le terme d'ailleurs je te coupe 2 secondes parce que le terme que tu viens d'utiliser, les disparus, c'est vraiment c'est le terme qu'on utilise pour parler de ces personnes dont on a perdu la trace complètement, quoi. Oui, en Argentine, on estime qu'il y en a 30 000 durant la dictature, pendant la dictature, donc entre 60, même un petit peu avant, et 83. Et donc il y a régulièrement, il y a une équipe d'anthropologues, comment on dit, légistes, voilà, qui régulièrement découvrent des charniers ou des corps dans des cimetières, parce qu'en fait, il y a eu énormément de procès qui ont été faits aux militaires, mais ils ont il y a ils n'ont pas voulu parler. Donc, il y a plein d'informations qui est perdue parce que c'est des personnes qui sont âgées maintenant, parce que si dans les années 75, 80, en général, les militaires de carrière, ils n'ont pas 30 ans quand ils commencent, donc ils étaient déjà assez âgés. Donc, il y en a beaucoup qui sont décédés et qui ont porté avec eux beaucoup de secrets et d'informations qui sont hyper importantes pour retrouver ces personnes-là, quoi. Donc, c'est vrai que encore aujourd'hui, il y a des procès, mais ils lâchent pas d'informations. Ils revendiquent ce qu'ils ont fait d'ailleurs, pour la plupart. Encore, ok. Encore aujourd'hui. Donc, c'est vrai que ça fait un peu peur. Surtout que là, on a un nouveau président qui revendique aussi cette période. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est assez inquiétant. J'espère que les procès vont continuer. Mais la situation est un peu inquiétante. On y reviendra un petit peu sur ton regard, effectivement, sur l'actualité argentine. Ta mère arrive en France. Et à quel moment et comment elle rencontre ton père? Mon père, il est arrivé en France, je crois qu'un an après. Oui, parce qu'elle est arrivée en 81, lui il est arrivé en 82, pour des raisons différentes, mais quand même liées à la politique. Parce que mon père, il était pilote de course. Donc lui aussi, il est en Argentine, à La Plata, donc c'est une ville qui est à 100 km au sud de Buenos Aires, qui est d'ailleurs la capitale de la province de Buenos Aires. Et donc lui, il est parti très jeune, début des années 70. Il est parti parce qu'il voulait son rêve, c'était d'être pilote de Formule 1. Et donc, il est parti de chez lui. Il a vécu au Brésil, il a vécu aux États-Unis. Il a couru aux États-Unis aussi. Et après, donc, il était en Angleterre, parce que l'Angleterre, c'est un peu la porte d'entrée au niveau de la course automobile. Et il courait en Formule 3.
Donc c'est la catégorie juste en dessous de la Formule 1. Et en 82, donc la saison 81-82, il avait trouvé un sponsor pour l'année suivante. Et en fait, il allait, en septembre, il allait faire les essais pour la Formule 1, en fait. Sauf qu'en 82, c'était la fin de la dictature et il y a eu la guerre des Malouines, qui a été donc où les militaires, l'Argentine, a envahi, a attaqué les îles Malouines, qui sont des îles qui sont vraiment au sud de l'Argentine, qui sont dans les eaux territoriales argentines, mais qui ont été colonisées par les Anglais. Donc il y a un conflit géopolitique depuis, je sais même pas, je pense que ça fait plus de 100 ans, pour la souveraineté de ces îles qui sont donc dans le territoire argentin, théoriquement, enfin, qui sont dans le territoire argentin, mais qui ont été occupées, colonisées par l'Angleterre. Ouais. Et donc, c'était un peu... les guerres, ça rassemble... En général, ça rassemble le peuple derrière un président ou un gouvernement, quelle que soit sa couleur, en général. Et donc, ils ont fait ça un peu pour essayer de sauver ce qui restait de la dictature. Et donc, c'était en avril 82 que ça a commencé, le 2 avril. On commence la guerre des Malouines. Et donc, mon père, il était en Angleterre et il était dans cette situation où il était bien. Enfin, il était vraiment en train d'atteindre son objectif, quoi. Quelques mois après, son rêve, oui, même. Ouais. Et ce qu'il faisait en plus des courses, c'est que il était commentateur d'autres catégories de courses d'automobiles pour une radio en Argentine. Donc, il faisait les commentaires des courses automobiles, quoi. Et en fait, il a eu... c'est pas le malheur, parce qu'il a été honnête, mais pendant une des transmissions, il a dit qu'il était contre la guerre. Et en fait, le gouvernement britannique a congelé son compte en banque et l'a expulsé du pays. Donc, en fait, du jour au lendemain, il s'est retrouvé sans rien, parce qu'il avait plus d'argent et il avait plus d'endroit où aller. Et il avait perdu son rêve, il était brisé parce qu'il avait été expulsé du pays, il pouvait plus... d'un coup, quoi. D'un coup. En fait, d'abord, il a perdu son sponsor, parce que son sponsor, il lui a dit, écoute, pour moi, c'est un coup qui est trop lourd, il a perdu son sponsor, et après, il s'est fait expulser du pays. Et donc, du coup, il savait pas où aller, parce qu'il n'allait pas aller en Argentine à ce moment-là, c'était encore la dictature. Et en fait, en France, moi j'ai un nom, son grand frère était en France. Et donc, il a atterri ici un peu par hasard, en 82. Mais il n'avait plus rien. Il n'avait plus d'argent, plus rien. Et pour gagner sa vie, il a commencé à jouer de la guitare, chanter du tango et des chansons latino-américaines dans le métro. Donc, c'était un chanteur du métro. Et il a rencontré ma mère comme ça, en chantant une chanson... c'est une chanson argentine ou péruvienne peut-être, dans le métro, et ils se sont rencontrés comme ça. Et après, ils se sont retrouvés, comme il y avait beaucoup d'activités politiques autour du retour de la démocratie, il y avait énormément de mobilisation. En fait, la communauté la communauté argentine, elle n'était pas très grande. Et donc, ils se sont retrouvés pas dans les mêmes milieux, forcément. Et voilà. Donc, ils se sont rencontrés comme ça. Dans le métro, mon père chantait. Et ma mère, elle était dans le métro. Fraîchement arrivée. Rien que là, cette histoire est incroyable. Oui. Tu t'en rends compte? Ah oui, moi je la raconte, mais c'est vrai qu'elle est incroyable. C'est plein de rebondissements. C'est romanesque. Ouais, c'est romanesque. Il y a un côté un peu romanesque comme ça, des fois, sur les a priori qu'on peut avoir sur l'Amérique du Sud, très un peu chaud, quoi. Et là, la rencontre dans le métro de deux personnes qui ont été... l'histoire est dingue. Ouais. Ouais. Comment s'appellent tes parents? Laura et Carlos. Laura et Carlos, Laura et Carlos, chapeau. Et alors, Laura et Carlos se rencontrent, ok. Et si on avance un peu, toi, t'arrives. Tu nais en quelle année? 90. Donc, c'était 6 ans après, à peu près 6 ans, 7 ans après qu'ils se rencontrent et qu'ils commencent à être ensemble. Et
eux, ils se sont installés, ils se sont posés. Et tu parlais tout à l'heure d'un lieu dans le 13e arrondissement. Oui, d'abord, ils habitaient à Maison-Alfort, je crois, quand moi je suis née. Et après, on a déménagé rue de Patay, dans le 13e. Ok. Moi, j'ai des je me souviens pas du moment où parce que je crois que j'étais bébé quand on a déménagé. J'étais vraiment toute petite. Et donc, rue de Patay, ils avaient un restaurant qui s'appelait Carnavalito, qui est comment on dit, un style musical de latino-américain, comme une samba, ou enfin voilà, c'est un carnavalito. Et il y a aussi une chanson qui s'appelle comme ça. Et donc, ils avaient un restaurant où ils faisaient... En fait, ils avaient pris un peu un plat de chaque pays d'Amérique latine, un plat traditionnel. Et donc, ils faisaient ça. Ils faisaient aussi, évidemment, ils vendaient de la viande argentine, évidemment, et des empanadas. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est des choses sont farcies. Oui, c'est bien sûr que je vois ce que c'est. Voilà. Et donc, ils fournissaient les ambassades, même ils travaillaient avec le nôtre. Ils travaillaient avec le nôtre quand ils avaient des choses sur le thème latino-américain. Ils les fournissaient pour les buffets, les réceptions. Wow. Et ils faisaient environ 10 000 empanadas par mois. C'était la grosse. C'était un des premiers. C'est déjà une belle. Tout à la main avec des machines. Des machines fabriquées par mon père avec des pièces de voiture et des mécanismes parce que mon père il est très autodidacte et il invente des choses. Bon, la Formule 1 c'est foutu, mais par contre il était mécanicien. Je vais bricoler encore. Ah oui, il est très très bricoleur. Non, il avait fait une machine incroyable avec une roue comme ça parce que les empanadas, en gros, il y a le moule, il y a la pâte, donc le fond qui est rond comme ça, et donc il avait fabriqué les moules. Donc tu mets la pâte, ensuite tu prends avec une cuillère à glace la farce, tu la mets dedans, après il faut la refermer, il faut enlever l'air, et après il faut la sceller en fait, et ça se coupe avec un rouleau à pâtisserie. Et en fait il avait imaginé une machine avec un truc à piston, avec des pédales de frein, ou je sais pas trop comment que ça marche son truc, mais en gros c'était donc t'étais assis, donc premièrement tu mettais t'avais tes pattes, tu mettais ta farce, et ensuite la roue elle tournait, donc toi tu mettais à chaque fois, tu mettais ta farce et t'appuyais sur une pédale, et après, quand elle arrivait de l'autre côté, ça la fermait. Et du coup, c'était beaucoup plus simple. C'est plus rapide. Pour le faire. Ouais, mais ça, je m'en souviens de cette machine parce que c'était amusant à voir comment ça marchait. Donc, ils faisaient beaucoup d'empanadas et on en fait toujours pour les anniversaires. On fait toujours... avec la machine existe Non, toujours. La machine, il l'a vendue malheureusement, mais on en fait toujours, notamment pour les anniversaires de mon frère qui est né le 11 novembre, du coup férié. Donc on a toujours pu fêter son anniversaire avec tout le monde. Il a toujours eu cette chance-là. En fait, on en fait toujours 200, 300 pour les anniversaires, voire 400 des fois, on en a déjà fait. On se met à faire... Même la pâte, en fait, ils ont vraiment fait les recettes. Donc on en mange... assez régulièrement. Surtout pour les périodes d'anniversaire, on en fait parce que c'est vrai que c'est trop bon. Ouais. Et là maintenant, c'est sûr, on a tous faim là, rien que d'entendre parler. Et donc, toi, tu grandis dans cet univers-là. Et quel est le lien avec le tennis de table? Parce que à quel moment... c'est totalement par hasard en fait. Parce que mon père, c'était la course automobile. Ouais. Ma mère, elle a jamais trop été... Bon, en même temps, vu son histoire, c'était un peu difficile de concevoir qu'elle ait pu faire beaucoup de sport. Surtout que, elle a été dans un collège de bonnes sœurs. Donc c'était pas la même époque, quoi. Maintenant, heureusement, les filles, on a un peu plus on a plus accès au sport, mais c'est vrai qu'à l'époque, je pense que c'était pas du tout dans les priorités. Je pense que c'était plus important d'apprendre à coudre et à cuisiner que de faire du sport. C'était pas vraiment... mais du coup, oui, c'était vraiment la course automobile. Nous, je me souviens quand on était petits, tous les dimanches, on regardait les Grands Prix, quelle que soit l'heure. C'est-à-dire que si c'était le Grand Prix du Japon, on se levait à 4h du matin et on regardait... c'est pas vrai. On regardait les Grands Prix. À 4h du matin. Ah oui. C'était... Carlos, il c'était arrivait. La tradition... Il
Il y a Grand Prix. C'était la tradition à la maison. Évidemment, il y avait le foot, parce que c'est à l'Argentine. Mais après, on a toujours fait du sport. Enfin, moi, j'ai toujours fait du sport depuis que je suis toute petite. Mon premier sport, c'est la GRS, ou la GR maintenant, que j'ai commencé à 6 ans. Mais bon, quand j'étais petite, j'ai fait de la natation aussi un petit peu. Non, c'était pas les bébés nageurs, mais presque. Enfin, j'étais en maternelle, quoi. Mais pas. J'y allais une fois par semaine à la GR. J'ai fait du tennis. J'ai fait un jour d'athlétisme. J'ai pas trop aimé. T'es précise sur le un jour. Oui, parce que j'ai pas accroché, quoi. Ça a vraiment été radical. Non, c'était pas pour moi. J'adore regarder, mais c'était pas pour moi. En extérieur, et puis non. Il faut que le tennis aussi, mais on était dans des bulles. On a à Fontenay-sous-Bois. Ouais. Donc c'était dans des bulles. Donc en hiver, on était au chaud. Mais là, en plus, je crois que j'avais commencé en hiver. Donc c'était pas moi qui suis hyper frileuse, c'était pas possible. J'avais pas accroché. Mais donc du coup, j'ai toujours fait du sport. En fait, la GRS, j'en ai fait de mes 6 ans à mes 12 ans, à peu près. Même si j'en faisais qu'une seule fois par semaine, mais j'en faisais, voilà. Et le tennis de table, c'est arrivé complètement par hasard parce que quand j'ai fini l'école primaire, il fallait qu'on fasse l'inscription au collège. Et en fait, il y a ma maison, elle est à 5 minutes d'un collège où on peut étudier l'italien, on peut faire italien LV2. Seulement, en fait, la rue qui passe à côté de chez moi, c'est la limite du secteur de ce collège, alors qu'il est vraiment même pas 5 minutes à pied, il est vraiment tout près. Mais c'était plus le secteur, et nous, moi, j'étais dans un collège qui était à 10-15 minutes à pied, et on pouvait pas faire italien. Et en fait, comme on savait qu'il y avait ce collège-là, et que moi, je suis d'origine italienne, je suis bilingue espagnol, donc c'était pas vraiment intéressant pour moi de faire de l'espagnol à LV2, parce que le niveau, il n'est pas incroyable. Ouais. Et surtout, moi, je voulais apprendre l'italien. C'est la langue de mes grands-parents. Et puis, c'est l'occasion de faire une autre langue aussi, d'apprendre quelque chose de nouveau. L'allemand, c'était pas une option. Moi, je voulais pas faire allemand, comme beaucoup de personnes. Mais, je rigole parce que moi, j'ai fait allemand, latin, grec. Ah, moi, j'ai fait latin aussi, oui. C'est avec les parents qui pensent que quand tu fais latin, grec et allemand, tu vas te retrouver dans les bonnes classes. Du coup, tu seras un bon élève. Oui, voilà. Exactement. Donc toi, l'allemand... Non, l'allemand, je savais que je voulais pas. J'ai fait du latin, mais j'aurais bien aimé faire du grec, plus que du latin, parce que finalement, même le grec ancien, ça peut servir un peu pour le grec moderne, évidemment. Mais il n'y avait pas. Mais du coup, en fait, on a cherché le moyen de me faire rentrer dans cette école, parce qu'avec une dérogation en disant ma fille... on aimerait que ma fille étudie l'italien, ça ne suffisait pas. Donc, il fallait trouver une autre porte d'entrée. Et donc, la porte d'entrée, ça a été la section sportive tennis de table qu'il y avait au collège. Donc, le collège, ils ont une association avec le club de Fontenay, qui est un des plus gros clubs de France. C'est vraiment un club... il y a 24 tables. C'est un ancien parking et il y a 24 tables. Donc, c'est un club immense. Et c'est un club formateur très réputé. Surtout, moi, quand j'ai commencé, on était à l'apogée du club. Mais nous, on n'avait aucune idée. Enfin, moi, j'avais déjà été au club jouer parce que à l'école primaire, on avait les cycles de natation, tennis de table et athlétisme, je crois. Donc, j'avais été. J'avais pas plus accroché que ça. Surtout que l'entraîneur, elle me faisait un petit peu peur. Parce qu'elle criait beaucoup, mais en même temps, on était des scolaires et c'était un peu le brouhaha constant. Donc, donc c'était pas c'était plus de la garderie que du tennis de table, et donc elle me faisait un peu peur parce que elle est assez grande et elle est yougoslave, elle est serbo-croate, mais elle dit qu'elle est yougoslave parce qu'elle est née en Yougoslavie. Et donc c'était pas vraiment un truc qui m'intéressait plus que ça, surtout que moi je faisais déjà de la GRS, et je me souviens pas si je faisais du tennis encore à l'époque, mais bon, en tout cas, j'avais déjà mon sport et j'étais bien contente avec mon sport. Et donc, on a essayé d'entrer, de m'inscrire à la section sportive tennis de table. Donc, j'avais passé des tests. Donc, je suis allée au club, des tests de niveau, en fait, et un entretien avec le prof de PS, qui m'a demandé quelles étaient mes motivations pour intégrer cette fameuse section sportive. Parce que c'était une section où
En fait, c'était un peu pour emmener les joueurs vers le haut niveau le plus loin possible. Donc, on avait 2 entraînements par semaine de la section sportive et après, on avait les entraînements du club. Donc, en général, quand les enfants ils commencent à jouer, quand ils ont 8-10 ans, ils y vont 1 fois par semaine ou peut-être 2. Mais là, c'est vrai qu'au collège, on avait la possibilité de s'entraîner 4-5 fois par semaine. Donc, c'est déjà quand même à peu près 10 heures de sport, 10-12 heures. Ouais. C'est déjà pas mal, quoi. Sauf que moi, j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. Enfin, voilà. Donc, moi, je leur ai dit que ce que je voulais, c'était pouvoir étudier l'italien. Et donc, parce qu'en plus, mes parents, ils m'ont toujours dit qu'il fallait pas mentir, évidemment. Et donc, là, le prof de PS donc, en face. Surtout que j'étais débutante, donc c'était pas comme si je savais pas jouer. Enfin, j'étais une enfant de 10 ans qu'on met devant une table de ping-pong. Je faisais du tennis, donc à peu près, j'avais peut-être un petit peu plus de coordination que quelqu'un qui avait jamais fait de sport, mais je savais pas jouer au ping-pong, quoi. Enfin, Tu servais à la cuillère. Je me souviens même pas comment je jouais. Enfin. Ouais. Et donc, j'ai été refusée. J'ai été recalée de la section sportive parce que le niveau, ça. Après, ils attendaient pas un niveau exceptionnel, mais il y avait déjà des gens. Il y avait des enfants que ça faisait 2-3 ans qui en faisaient, qui jouaient à un niveau régional, même voire national. Donc c'est vrai que moi j'étais débutante. Et en plus, je voulais faire de l'italien. Puis tu venais pour l'italien. Voilà, donc ils m'ont dit non, on doute fortement de ses motivations. Ce qui était complètement vrai. Et donc là, ma mère, en fait, elle a tout fait pour que je puisse rentrer dans cette école. Et je sais pas comment, elle a pu contacter la directrice de l'école en lui disant, écoutez, ma fille... elle veut absolument faire de l'italien, vous comprenez, c'est la langue de ses grands-parents, c'est très important pour nous. Voilà, un peu sorti les violons. Et ce qui m'a sauvée, c'est que moi j'avais des très très bonnes notes. Enfin, j'ai sauté une classe. Quand j'étais en CM2, j'avais un dossier qui était... niveau dossier, c'était béton, quoi. C'était un peu l'élève que tout le monde va voir. Et du coup, c'est ce qui m'a un peu sauvée parce que c'est la directrice qui m'a acceptée, qui a dit non, cette fille-là, elle va faire la section sportive. Voilà. Parce que moi, je pense qu'elle s'est dit, enfin, pour elle, ça lui changeait pas grand-chose que j'arrête de faire du tennis de table au bout d'1 an ou 2 ans, mais elle avait un bon élément dans le collège, donc pour les stats, c'est toujours bien. Je pense qu'elle arrive. D'ailleurs, j'aimerais bien pouvoir la recroiser pour lui demander ce qu'elle a pensé à ce moment-là, mais je pense que, enfin voilà, c'est assez raisonnable de penser que voilà qu'elle a réfléchi de cette manière-là. Et donc du coup, j'ai commencé au mois de septembre 2000. Le collège, donc j'ai changé de collège, donc j'étais plus j'étais dans un univers complètement nouveau parce qu'il n'y avait personne de mon école primaire qui allait dans ce collège, parce qu'ils ont été tous dans le collège qui m'était voilà. Et donc j'ai commencé le tennis de table 3-4 fois par semaine, du jour au lendemain, avec le conservatoire aussi parce que j'allais aussi au conservatoire. Et c'est vrai que moi, j'ai pas de souvenir d'avoir été traumatisée par le changement d'école ou d'avoir perdu mes amis parce que assez rapidement, finalement, j'avais un groupe auquel m'identifier vu qu'on avait les mêmes horaires. On était le petit groupe de tennis de table et on était 4 ou 5 dans la classe, en fait, à participer, à faire partie de la section sportive. Donc, il y avait 4-5 personnes par niveau, donc de la 6e à la 3e. Et donc, le mardi et le jeudi, on y allait tous ensemble. Donc, c'était aussi sympa d'avoir... on y allait avec des personnes de différents âges. Et donc, c'était assez... Enfin, moi, j'ai pas de souvenir de problèmes d'intégration, de difficultés ou quoi que ce soit. Et ce qui est bluffant, c'est que tu as intérêt à quand même sacrément aimer le tennis de table quand tu te pointes et que tu passes d'une activité que tu fais pas ou peu à d'un seul coup, beaucoup plus, quoi. En fait, je le prenais un peu comme si c'était une matière scolaire, quoi. Comme si c'était des maths ou de la physique ou au début. Mais c'est vrai que moi, j'avais dit à ma mère que je voulais pas faire du tennis de table. Enfin, je m'en souviens de l'avoir dit et de lui avoir dit non, mais je veux pas faire ça parce que, imagine, après, si j'ai pas envie de terminer à jouer sur une table avec des caméras... et je sais pas pourquoi je lui dis ça. Enfin, c'est tellement drôle. Alors que j'avais pas du tout de... Alors que t'as un t-shirt avec une raquette maintenant, mais c'est dingue. Mais c'est marrant parce que moi, j'avais pas
ce truc où on voit, je sais pas, les interviews des grands champions, enfin de certains grands champions où ils ont 10 ans et on leur dit c'est quoi ton rêve et c'est d'être champion du monde. Bah, moi, déjà, je voulais pas faire du tennis de table à la base. C'était pas quelque chose qui m'intéressait, quoi, plus que ça. Mais en même temps, je sais pas pourquoi, j'avais dans ma tête que si je travaillais, si je m'entraînais beaucoup, en fait, les gens qui travaillent beaucoup, ils réussissent et du coup, ils vont jouer sur une table avec des caméras. C'était ça ce que j'avais. Je sais pas d'où est-ce que je l'ai imaginé, mais moi, je voulais pas ça. Ça fait une sacrée conviction. D'un côté, ça fait une conviction qui est que certains recherchent, ce truc de si tu travailles, tu finis tu masterises ton domaine, quoi. Ouais. Moi, c'était un peu naturel. Mais toi, c'était je vois bien le chemin, mais je veux pas ce chemin. Ouais. Ok. Et finalement, si. Alors. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai toujours fait du sport, donc j'étais quand même quelqu'un d'assez sportif. C'était pas comme si on m'avait sorti de mes jouets ou de mes bouquins, ou même si j'ai toujours adoré lire et j'ai toujours été très bonne élève, donc il y avait ça aussi. C'était un peu bizarre en général. Les bons élèves, ils sont surtout les filles. Sont pas forcément des bons sportifs. Ils sont pas forcément intéressés par l'activité physique. D'ailleurs, moi, en plus, je portais des lunettes. Alors, c'était l'intello de service, évidemment. Ouais. Donc, j'avais tout le stéréotype de l'intello, mais je faisais du tennis de table. Mais en même temps, dans ma classe, par exemple, on était 2-3 filles à faire du tennis de table et on était dans les meilleures de la classe. On était dans les meilleurs élèves. Et en fait, je pense que le fait d'avoir été intégrée tout de suite à un groupe en fait, c'était bien. J'aimais bien et j'ai commencé la compétition tout de suite. J'ai pas attendu un an comme beaucoup d'enfants font un an de loisirs et après faire de la compétition. Mais moi, j'ai commencé au mois de septembre et au mois d'octobre, je faisais. En fait, dès qu'il y a une compétition qui est arrivée, je l'ai faite tout de suite, quoi. J'ai commencé à faire de la compétition dès que j'ai commencé à jouer, alors que j'étais débutante, en fait, finalement. Et d'ailleurs, au début, j'avais pas le niveau des autres joueurs. Donc, je faisais ce qu'on appelle du panier de balles. C'est en gros, donc il y a la table et il y a un entraîneur qui se met d'un côté avec un panier de balles et qui te lance les balles pour toi de ton côté. Donc tu joues tout seul en fait. Tu as des balles qui arrivent et que pour apprendre en fait à faire les gestes, parce que moi j'avais un retard entre guillemets de niveau par rapport aux autres qui avaient déjà 2-3 ans de tennis de table derrière eux. Et au début, c'est vrai que c'était un peu chiant parce que je me sentais un petit peu exclue. Mais en même temps, ça m'a jamais empêché de jouer ni d'apprécier le jeu. Et je me souviens du jour où on m'a dit tu peux aller jouer avec les autres, et là c'était trop bien. J'étais très contente. Et surtout que une des premières compétitions individuelles que j'ai faites, on savait pas trop évidemment, on s'est pointé à Saint-Maur avec ma mère un dimanche ou samedi, on découvrait un peu le truc. Et donc je jouais, je gagnais jusqu'au moment où j'ai perdu. Et en fait, ma mère, moi je m'en souviens pas, mais ma mère, elle me dit, mais moi je voyais tous les gens qui partaient, il était 4h et tout le monde partait, nous on restait, et ma mère, elle comprenait pas ce qui se passait. Et en fait, c'est parce que j'étais arrivée jusqu'en demi-finale, j'ai perdu en demi-finale, et je suis montée de division, parce que c'est des divisions départementales, il y a D1, D2, régional, machin. Donc j'étais en D1, et je suis montée en régional à ma première compétition que j'ai faite c'est des compétitions individuelles. Et donc, finalement, en soi, je pense que n'importe quelle personne qui gagne apprécie le moment. Donc, c'est vrai que, en fait, je me posais pas trop de questions. Je jouais, je m'amusais. Je progressais beaucoup, parce que j'ai beaucoup progressé la première année. En même temps, ce qui est un peu normal à cet âge-là. Je pense que c'est un peu... Et puis, je jouais beaucoup. C'était pas une progression de quelqu'un qui joue une fois par semaine. C'est une progression de quelqu'un qui joue 4 fois par semaine. Et j'avais une marge de progression très grande aussi, parce que je démarrais de quasiment 0. Donc, la première année, on a fait les championnats de France des clubs, en fait. Donc, ça s'appelle le Challenge Bernard Jeu. C'est un tournoi qui est magnifique, parce que en fait il y a différents échelons, donc départemental, régional, national. Et donc à l'échelon départemental, les 3 premiers clubs se qualifient à l'échelon régional, et au niveau de la région, chaque club doit présenter un joueur et une joueuse dans chaque catégorie, donc de moins de 11 ans jusqu'à majeur, plus de 18 ans, senior. Et en fait, chaque joueur contribue à donner des points au club.
Donc en fait, tout le monde vaut la même chose. Donc le Benjamin et le senior, et en fait, si le senior il perd au premier tour et le Benjamin il fait demi-finale, le Benjamin il aura donné beaucoup plus de points au club que le senior. Et surtout, si on arrive à égalité, c'est les points des catégories les plus jeunes qui comptent. Parce qu'en fait, c'est valorisant pour les jeunes. Quoi. C'est pour la formation, c'est pour valoriser la formation en fait, parce que les seniors en général, tu peux très bien avoir quelqu'un qui vient dans le club et qui n'a pas été formé au club. Et donc moi, la première année, donc on fait le challenge Bernard-Jault départemental, on gagne. On fait le challenge Bernard-Jault régional, on finit premier ou deuxième, je crois. Mais moi, j'avais pas un niveau incroyable. Et donc au niveau national, on a fini troisième. Et moi, je suis sortie de poule à la surprise générale. Et du coup, j'ai quand même rapporté des points. Et c'était une compétition incroyable parce que moi, j'avais 11 ans. Et en fait, on est parti un week-end entier avec des gens de tous les âges, du coup, qui valorisaient tous. En fait, tout le monde valorisait ce que l'autre faisait. Tout le monde était derrière tout le monde. Et pour moi, cette compétition-là, c'est pendant toute ma période où j'étais, jusqu'à mes moins de 18 ans, jusqu'à mes périodes juniors, c'était une compétition incroyable et on a gagné plusieurs fois. On a fait 2-3 fois champion de France et c'est une des plus belles compétitions que j'ai faites dans ma carrière parce que c'était vraiment ce truc d'équipe, mais grosse équipe parce que t'avais 20 joueurs, quoi, tu vois. T'avais 10 joueurs plus les entraîneurs parce que c'est 5 catégories. Et c'était génial, quoi. Puis en plus, ce truc, c'est au mois de juin, donc il fait beau, tu pars 3 jours, donc c'était génial. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé le tennis de table. Mais ce qui est drôle, je rebondis là-dessus parce que après, je voudrais qu'on parle de... Parce que tu as toute une autre casquette en plus en bio, mais t'aurais pu ne pas aimer du tout la compétition, c'est-à-dire que ta première image de jouer sur une table, entouré de caméras... Et en fait, les émotions de la compétition t'ont transcendé, c'est quoi? C'était l'aspect groupe, parce que là, on entend que par exemple, sur cette compète dont tu parles, c'est le groupe a un sens très fort. Est-ce que c'est la gagne? Est-ce que c'est j'aime pas perdre? Enfin, tu vois, la compétitrice, elle s'est réveillée comment, quoi? En fait, je sais pas, parce que je m'en souviens pas trop. Je me posais pas trop de questions. Après, moi, je suis quelqu'un de très perfectionniste. Donc, si je fais quelque chose, j'aime bien que ce soit bien fait. Mais j'ai pas... En tout cas, de ce qu'on m'a dit, parce que moi, je m'en souviens pas, j'étais vraiment une battante, une hargneuse, et je lâchais rien. Il y a plusieurs entraîneurs de différents clubs qui me l'ont dit cette année même, ou l'année dernière, là, les dernières années, des personnes qui me connaissent depuis très longtemps et avec qui j'ai pas forcément eu de contact, parce que c'est un entraîneur qui me voyait à toutes les compétitions, mais j'avais pas de relation avec lui parce que c'était quelqu'un d'un autre club, ou voilà, des gens... parce que c'est un milieu qui est petit. Moi, ça fait très longtemps que je suis dans le milieu. Les gens qui m'ont vue petite, ils me connaissent. Ils me connaissent depuis que je suis petite. Et donc, il y en a plusieurs qui m'ont dit que j'étais une hargneuse et que je lâchais rien. Mais je me souviens pas trop, en fait. Je me souviens, par exemple... Mais je me souviens que ça me stressait quand même. Parce que quand la deuxième année, ma deuxième année de tennis de table, je me suis qualifiée au championnat de France. Benjamin minime, du coup moi j'étais minime, et on s'est qualifié, et c'est ma meilleure amie maintenant aujourd'hui, elle s'est qualifiée aussi, donc elle était la catégorie du dessous, elle était minime 1 et moi j'étais minime 2, et au niveau individuel on n'était pas favorite ni rien, mais comme on était du même club et on pouvait jouer en double, et on s'est entraîné, on a préparé la compétition de double. Et donc là on était avec cet entraîneur qui me faisait peur, Daniela. Elle nous a entraînés. Elle te fait plus peur maintenant? Non, c'est une personne extraordinaire. Ah, on l'embrasse. Non, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. D'ailleurs, c'est grâce à elle que je joue pour l'équipe nationale argentine, donc voilà. Et donc en fait, on s'est entraîné vraiment, on s'est préparé pour faire les doubles. Et on a fait médaille de bronze. Mais je me souviens que cette fois-là, moi en individuel, j'ai perdu en 8e de finale sur une des finalistes. D'ailleurs, c'était marrant parce que j'étais en train de parler, je me souviens d'être en train de parler avec une fille que j'avais rencontrée là, et elle me demande, elle me dit, ça fait combien de temps que tu fais du ping-pong? Et moi, je dis, c'est ma 2e année, et elle m'avait dit, c'était sa 7e année, et on avait 11 ans, 12 ans. Et moi, je me dis,
Et cette fille-là, elle a fait championne de France. En jeune, elle était très, très forte. Mais c'est vrai que pour moi, c'était c'était bizarre d'être avec des gens, ça faisait tellement longtemps qui faisaient du tennis de table. Et moi, je venais juste de commencer, parce que 2 ans, c'est pas grand-chose. Ouais. Et donc, je me souviens, c'était à Clermont-Ferrand, le championnat de France. Et on est arrivé dans un gymnase omnisport avec des tribunes, un truc de basket, quoi, un truc hyper grand. Et donc, nous, je sais pas si on avait gagné notre quart de finale le matin. On va manger, on revient. Et là, on arrive en haut des gradins. Et là, on voit, il n'y avait plus que 2 ou 3 tables avec les caméras. Et là, je me suis dit, non, mais là... Et là, j'ai eu peur. Là, vraiment, c'est la première fois où j'ai senti vraiment le stress de la compétition. Avant, j'avais jamais ressenti vraiment le stress de l'enjeu ou voilà. Mais là, c'est vraiment, j'ai le souvenir de rentrer dans la salle, en plus avec les gradins. Enfin, c'était quand même impressionnant, quoi. Avec les 3 tables là au milieu et les caméras. Et là, et on a perdu à la belle. Et là, le Dommage. scénario. Mais j'étais comme ça. Hein. Là, le c'était la scénario première fois. que tu redoutais s'est produit, quoi. Ouais. Là, Oui, je veux bien. Je te sers un peu d'eau. Et après, toi, tu fais une petite pause, c'est ça sur tu pars en biologie, tu passes un doctorat, une thèse. Tu fais une thèse sur une thématique incroyable. Tu veux que je te dise le titre exact de ma thèse? Moi, quand tu me l'avais résumé, parce que les auditeurs, on a déjà parlé un peu de ça avec Camilla, mais quand tu me l'as résumé, c'était sur... Non, vas-y, redonne ton... Parce qu'après, je te dirai ce que j'ai retenu. Non, en fait, moi, j'ai fait tout mon parcours à l'université Paris 7, à Bibliothèque François Mitterrand. Donc, j'ai fait ma thèse dans une équipe au sein de l'Institut Jacques Monod, qui est aussi sur le campus de Paris 7. Et donc, je faisais c'était de la biologie cellulaire, de la signalisation cellulaire. Donc, c'est... en fait, on étudie des signaux, comment interagissent les protéines entre elles et ce que ça implique au niveau du développement. Et donc, moi, j'étudiais un nouveau régulateur d'une voie d'un mécanisme qui est impliqué dans le développement d'énormément d'organismes et qui est conservé chez les mammifères. Et moi, j'utilisais comme modèle la drosophile. Et donc, la drosophile, pour ceux qui l'ignorent, c'est la mouche du vinaigre. Voilà. C'est les petites mouches qui virevoltent autour des fruits un peu pourris, là. Ah oui. Ça, c'était mon modèle d'étude. Et donc, j'étudiais un régulateur d'un mécanisme de développement qui est, chez la mouche, il est impliqué dans le développement de l'aile. Et donc, dans le positionnement, en fait, cette mouche-là, donc sur son aile, elle a 5 veines. C'est pas vraiment des veines, mais on appelle ça des veines. Et en fait, ce mécanisme de développement, il est impliqué dans le bon positionnement des veines sur l'aile. Donc sinon, ça donne des malformations s'il y a des problèmes. Et c'est conservé chez les mammifères. Et chez les mammifères notamment, c'est impliqué dans le bon positionnement des doigts. Donc c'est marrant parce que c'est les 5 veines. On peut faire un peu l'analogie entre les 5 veines et les 5 doigts. Et donc c'est impliqué c'est surtout pour les doigts 3 et 4, enfin les veines 3 et 4. Et c'est très conservé entre la mouche et les mammifères. Donc nous, on étudiait, c'était de la biologie, c'est de la recherche fondamentale, et on étudiait ça chez la mouche. Voilà. Et moi, j'étudiais un nouveau régulateur qu'on avait identifié lors d'une étude d'interaction potentielle entre protéines. Voilà. Et donc, t'es docteur? Oui. Docteur, ok. Ouais, donc le perfectionniste à côté, tout à l'heure tu disais perfectionnisme, tu plaisantes pas, quoi. Ouais, c'est oui. Et moi, là j'ai des questions aussi, c'est plutôt sur l'après, parce que tu décides de revenir sur le tennis de table, en tout cas de te consacrer au tennis de table à fond, et notamment en impliquant quelque part l'histoire de ta famille, l'histoire de l'Argentine dans tes motivations. D'où elle est venue cette conviction-là? En fait, c'était en 2015. En fait, en Argentine et dans beaucoup de pays d'Amérique latine, les 15 ans pour les
Pour les filles, c'est le début de l'âge adulte. Et donc, on fait une très grande fête qui est quasiment comme un mariage, en fait, parce que c'est robe de princesse, orchestre, grande réception avec toute la famille, les amis. C'est vraiment quelque chose de très, très important. Et en fait, moi, quand j'ai eu mes 15 ans, mon cadeau, c'était d'organiser cette fête-là en Argentine, donc avec toute ma famille, et un voyage dans le nord de l'Argentine en minibus avec, on était 16, donc avec des amis de la famille, ma famille, donc mes grandes sœurs, mon frère et quelques amis, et mon entraîneur Daniela, une de mes entraîneurs, parce que j'ai aussi eu d'autres entraîneurs, dont Stéphanie, qui m'a aussi beaucoup aidée. C'était ma grande sœur. C'était un peu comme ma grande sœur. Donc c'était hyper important aussi d'avoir. Et aussi, ça aussi, je tiens à le dire, même si c'est pas vraiment le sujet, mais je pense que j'ai eu la chance d'avoir été dans un club où il y a eu. En fait, j'ai toujours eu des entraîneurs femmes. Et il y avait beaucoup de filles et de femmes et de jeunes filles qui faisaient du tennis de table dans le club. C'est un club. En fait, c'est un club de filles. On dit que c'est un club de filles parce qu'il y a toujours eu beaucoup de filles. Et je pense que ça aussi, ça m'a. Je sais pas si ça m'a aidée, mais en tout cas, j'ai toujours été hyper à l'aise. J'ai jamais eu aucun souci de tout ce qu'on entend sur les harcèlements, ou même sans arriver au harcèlement, mais des incompréhensions avec les entraîneurs qui parfois, en fait, on se sent pas très bien pour, je sais pas, parce que tu t'es disputé avec ton petit copain. T'as 14 ans, ou parce que t'as tes règles, ou parce que je sais pas, parce que voilà, et que ils comprennent pas forcément. Enfin, des fois on peut pas vraiment dialoguer. Et moi, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir toujours pu raconter tout ce que j'avais sur le cœur, et donc, c'était. Je pense que j'ai vraiment eu de la chance. Et de sentir que c'était écouté, entendu, Oui, qu'il y avait voilà. Donc c'est vrai que moi, je pense que j'ai vraiment eu de la chance, même si j'ai jamais eu de problème. Il y avait des entraîneurs aussi hommes. J'ai jamais eu de problème avec eux, sauf à la fin quand je suis partie du club. C'était pour d'autres raisons, mais c'est vrai que je pense que j'ai été dans un contexte hyper bienveillant depuis toute petite. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose d'important. Moi, j'ai pas l'autre expérience, donc mais en tout cas, quand j'entends les autres personnes parler, les autres filles parler de leurs expériences, mauvaises expériences, mais en fait, moi, j'ai rien de tout ça, donc je me dis que je pense que ça y joue quand même. Voilà, c'était juste petite parenthèse, parce que je pense que c'est hyper important. Ça a toute sa place, encore aujourd'hui. Bien sûr. Après, c'est assez. La question de chance ou malchance dans un parcours, elle est forcément, tu as des paramètres qui sont des paramètres humains, les personnes que tu vas rencontrer, mais il y a aussi ta capacité à toi de parler, tu vois, de dire et tout. Donc, et des fois, ça challenge un entraîneur, un éducateur, un parent. Donc ça, c'est chouette. Mais à tel point que tu as embarqué tout ce monde-là en Argentine? On a embarqué donc Daniela, mon entraîneur, qui est celle qui justement qui s'est dit tiens, pourquoi t'essaierais pas de voir si tu peux pas jouer pour l'équipe nationale, en connaissant évidemment l'histoire de mes parents, tout ce que ça implique dans la construction de mon identité finalement, parce que ça fait vraiment partie de moi, même si c'est l'histoire de mes parents. Mais parce que pour toi, c'était important de jouer pour l'Argentine. Enfin, comment c'est elle qui a eu l'idée, c'est toi qui as eu l'idée? Mais je me souviens pas. En fait, parce que ça, c'est quand j'avais 15 ans. Moi, j'étais quand même dans les 10 meilleurs de ma catégorie ici en France. Mais j'étais pas du tout, j'étais complètement hors structure fédérale, donc gérée par la Fédé, donc hors structure de chemin vers le haut niveau, quoi. Donc parce que je m'entraînais au club, donc j'étais pas en pôle. J'avais refusé 2-3 fois d'aller en pôle. Pourquoi? Parce que mes parents voulaient pas que je parte en pensionnat à 12 ans, 13 ans. Ils voulaient... Voilà. Ouais. Et en fait, il y avait aussi le fait que le club de Fontenay, il pouvait quand même me donner... parce qu'il y a beaucoup de ces enfants qui partent en structure qui n'ont pas les outils dans leur club. Il y a des enfants, ils viennent de clubs tout petits où tu as 6 tables, tu as 2 entraînements par semaine à tout casser, et donc ils ont personne avec qui jouer finalement. Donc le fait de les envoyer dans les structures, ça leur donne la possibilité d'être dans un contexte
où ils ont tout ce qu'il faut pour grandir, enfin pour s'améliorer en tout cas. Alors qu'à Fontenay, ils avaient 24 tables, il y avait une équipe en première division féminine, une équipe en troisième division masculine. Il y avait énormément de joueurs, il y a toujours eu énormément de joueurs. Moi, je pouvais m'entraîner tous les jours. J'avais les entraîneurs qui étaient derrière moi. Je pouvais pas m'entraîner. La seule différence, c'était que je pouvais pas m'entraîner 2 fois par jour. Mais je pouvais m'entraîner tous les jours avec un suivi hyper individualisé parce que j'avais les 2-3 entraîneurs qui étaient derrière nous et qui nous suivaient sur les compétitions. Enfin, voilà. Et en plus, j'étais chez moi. Donc, c'était... Du coup, mes parents n'ont pas voulu. Moi, j'avais pas... Enfin, en T'étais fait, pas en demande j'étais de- déçue, mais ça m'a pas traumatisée, quoi. Je voyais bien qu'il y avait des différences entre ceux qui étaient en structure et ceux qui n'étaient pas en structure. Ça, déjà, je m'en rendais compte. Mais c'était pas quelque chose... Puis comme je te dis, à la base, c'était pas mon objectif d'être athlète de haut niveau. Donc pour moi, c'était pas forcément une fin en soi, en fait, d'aller dans une structure comme ça. À cette période-là, j'étais pas... Mais par contre, quand on te propose, ou en tout cas, quand on te soumet l'idée de faire le lien entre athlète de haut niveau et l'Argentine, et ton histoire, là, par contre, ça fait quoi? Ça m'a plu. Enfin, oui, l'idée m'a plu parce que, ça fait un peu rêver tout le monde. J'avais été voir les championnats du monde en 2003 à Bercy. Moi, j'avais 13 ans. Donc là, j'avais vu un joueur argentin. Et c'est vrai que ça fait un peu rêver, quoi. Au bout d'un moment, tu te dis, et si tu as la possibilité, c'est vrai que moi, je voulais, même si c'était pas un objectif en soi, mais comme je suis hyper perfectionniste, j'avais envie j'ai toujours eu envie d'être dans les meilleurs. Mais plus pour une question, je pense, personnelle de faire les choses correctement qu'une fin en soi, en fait. Et donc, quand on a commencé à en discuter, donc quand on a été en Argentine, on a essayé de voir comment contacter des clubs, des structures, et en fait, il y avait rien presque. C'était juste on a été c'était en 2005, donc c'était pas très longtemps après la crise de 2001 en Argentine, la crise économique. Il n'y avait pas internet partout. Fallait aller dans des cybercafés pour se connecter. Enfin, les sites web, c'était... Enfin, je veux dire, il y avait plein de structures, il y avait plein d'organismes qui n'avaient pas de site web à l'époque. Donc, c'est vrai que on savait pas trop où chercher, quoi. Puis, c'est vrai qu'en Argentine, c'est pas comme ici où t'avais quand même les annuaires dans chaque ville, t'as les annuaires avec toutes les associations sportives. Là, on était à Buenos Aires et on était un peu... voilà. Donc, on a commencé à chercher. Je sais pas comment. On a trouvé un numéro de téléphone d'un club qu'on a appelé, que ma mère a appelé. Et ils m'ont invité, ils m'ont dit, venez, quoi. Et donc, j'y suis allée. Je me souviens que c'était un peu catastrophique parce qu'en fait, on y allait après le voyage qu'on a fait d'une 20aine de jours, durant lequel j'ai pris 6 kilos ou 7 kilos. Et donc, ça faisait un mois que je faisais pas de sport parce que je faisais rien du tout. Et j'avais pris 6 ou 7 kilos. Et donc, je me suis retrouvée à jouer au ping-pong. Donc, c'était une catastrophe, je me souviens. J'ai joué contre une joueuse qui était, je pense qu'elle faisait encore partie de l'équipe nationale, mais elle était déjà assez âgée. Une joueuse historique c'est une Coréenne qui est venue s'installer en Argentine et qui a joué pendant des années en équipe nationale. Moi, évidemment, je savais pas qui c'était, mais c'était compliqué. Je pense que je leur ai pas fait très bonne impression, mais c'était pas des personnes de la fédération, c'était dans le club, voilà. Parce qu'on n'a pas réussi à contacter quelqu'un de la fédé. Donc je suis allée là, j'ai joué, bonjour, au revoir, puis ça en est resté là, quoi. Après, j'ai attendu quand même 3 ans après seulement, j'ai pu repartir en Argentine. Et là, avant de voyager, j'ai trouvé le mail, j'ai envoyé un mail en disant que j'avais 18 ans, que j'étais numérotée, je sais plus combien j'étais, française, que j'avais la double nationalité, et que moi, je voulais savoir si c'était possible de jouer pour l'équipe nationale, quoi. Ça m'intéressait. Et donc là, ils m'ont invité, ils m'ont appelé ils m'ont répondu, ils m'ont dit, écoute, viens t'entraîner
au Centre national d'entraînement, donc l'équivalent de l'INSEP, quoi, à Buenos Aires. Donc là, j'y suis allée, mieux préparée, bien sûr. Moins 6 kilos par rapport à la dernière fois. Ouais. Oui. Après, je les ai vite perdus parce que c'était vraiment le voyage, incroyable voyage, mais c'est vrai qu'on a tous pris du poids. Mais parce que voilà, moi, je connais personne qui soit allé en Argentine sans avoir pris du poids en Argentine. Ouais. Bon, maintenant, je fais attention, mais c'est vrai que là, c'était le festival. Hein. Parce qu'on se baladait avec un minibus, donc on allait de site en site. Enfin, on a fait 5000 km, je crois, ou 6000 km en une quinzaine de jours. Et c'est vrai qu'on mangeait tous les jours au restaurant. Enfin, voilà, on était en roue libre, quoi. donc bon. Mais ouais, après, je me souviens que, putain, la reprise, c'était compliqué. Hein. C'était, ouais. Ça, je m'en souviens. Je me suis dit, non, plus jamais je vais faire ça parce que c'était trop. Et donc, là, donc, j'ai commencé à avoir des contacts avec eux. Seulement, ils ont pas. Enfin, en fait, il y avait le championnat national qui se jouait, mais moi, j'étais plus là, donc je pouvais pas participer. Donc, je suis repartie. Parce que moi, j'y allais toujours pendant les vacances scolaires, donc au mois de juillet, quand j'y allais. Et là-bas, c'est l'hiver, donc c'est un peu comme si c'était le mois de novembre, on va dire. Enfin, il y a des vacances d'hiver. En fait, c'est un peu comme si c'était le mois de février, quoi. Il y a 2 semaines de vacances scolaires, mois de juillet, et après, et donc là, ils font les championnats nationaux. Mais moi, j'étais plus là. Donc bon, je suis revenue. Voilà. 2010, j'y retourne. Et là, je reste m'entraîner presque 2 semaines. Et j'ai pas pu participer au championnat national parce qu'il y avait plus de place dans l'équipe. Ça, je l'ai su après. Dans l'équipe de Buenos Aires. Parce qu'en fait, les championnats d'Argentine, c'est par province. C'est pas individuel. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'entraîneur qui était là, il voulait pas que je parte, enfin, il voulait pas que je joue pour une autre province parce qu'il savait très bien que j'allais gagner une médaille et que, du coup, potentiellement, ça leur enlevait une médaille à eux. Et donc, malheureusement, il m'a pas proposé de contacter une autre province pour que je puisse participer parce que eux, ils avaient déjà leur équipe qui était formée. Ils allaient pas enlever quelqu'un pour me mettre moi parce que personne ne me connaissait, mais j'aurais très bien pu participer pour je sais pas moi, la province de la Terre de Feu par exemple où il y avait personne. Seulement moi je savais pas, personne me l'a dit, et du coup j'ai pas pu jouer. Du coup je suis revenue en France et seulement en 2012 là j'ai pu faire le championnat national et j'ai fait champion d'Argentine en simple et par équipe, et en double on a fait 3e ou finaliste. Et donc là, ça m'a ouvert les portes, finalement, 7 ans après, de l'équipe nationale parce qu'ils m'ont invité à jouer un tournoi de qualif en février de l'année suivante, donc février 2013, pour jouer les championnats du monde et les championnats latino-américains. Et les championnats du monde, ils étaient à Paris. Et j'ai fait la qualif, je me suis qualifiée, j'étais la première qualifiée. Et donc, ma 2e compétition, c'était les championnats du monde à Paris. Donc, c'était incroyable de faire un premier championnat du monde à domicile, en quelque sorte. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à jouer. Et en parallèle, en fait... Avec le maillot argentin. Ouais. Et en parallèle, en fait, en 2013, j'ai commencé ma thèse. Donc, j'ai commencé à jouer en équipe nationale en même temps que j'ai commencé ma thèse. Parce qu'en 2012, au moment où tu le dis, 2012. T'as l'air un peu fatigué, rien que t'en rappeler quand même. Hein. Oui, parce que c'était beaucoup de nouvelles choses et en fait, quand je suis allée jouer ce championnat national, je venais de rater mon concours pour ma bourse de thèse, donc je n'avais pas de bourse de thèse. Et en fait, j'y suis allée sans entraînement presque parce que parce que la 2e année de master, c'était 6 mois de stage, les 6 derniers mois, enfin de janvier à mai, juin, et après il y avait la soutenance de concours de... Enfin, il y avait la soutenance du master et la soutenance pour la bourse de thèse. Et donc, je l'avais raté, quoi. Et je m'étais pas entraînée. Et donc, j'arrivais dans dans une compète où je devais quand même prouver aux gens que j'avais le niveau, sans entraînement. Et en fait, j'ai fait une super compète. J'étais vraiment bien. Et donc, j'ai gagné. Et donc, j'ai commencé à jouer. Donc, j'ai commencé ma thèse en novembre 2012. Et j'ai commencé à jouer en équipe nationale en 2013, quoi. Donc, j'ai tout fait en même temps. Incroyable. Et le fait de jouer pour l'Argentine, au vu de l'histoire avec l'Argentine de ta mère, de ton père, tu te rappelles ce que ça t'a fait ?
Bah, en fait, j'ai commencé à prendre conscience que j'avais quand même un message, qui avait une portée, quand même importante, au moment où on a commencé à gagner des médailles internationales, Mmh. où forcément les gens ont commencé à s'intéresser à mon histoire. En plus, bah, enfin voilà, il y en a beaucoup des athlètes argentins qui sont nés à l'étranger finalement, parce qu'il y a quand même une histoire d'émigration dans le pays, avec les différentes crises économiques, enfin entre la dictature et la crise économique. Donc il y a des gens qui sont en dehors du pays, qui jouent pour le pays. Mais c'est vrai que, bah, la première fois, on m'a pas forcément posé les questions, enfin quand j'ai gagné par exemple le championnat national en Argentine, on m'a pas trop posé de questions. Et après quand j'ai commencé à faire des médailles internationales, je me suis rendu compte que, ce qui les intéressait, c'était l'histoire de mes parents, l'histoire de ma famille, qui est intimement liée à l'histoire du pays. Et à ce moment-là, donc c'était en 2013-2014 par là, le contexte, était assez positif, on va dire, Mmh. en termes de réaction des gens. Mais à partir de 2015, quand il y a eu le gouvernement de Macri qui a été au pouvoir, c'est vrai que là, je me suis rendu compte que ça dérangeait beaucoup de gens que, que je parle de mon histoire parce que c'était complètement, ça allait un peu ça allait à l'encontre des politiques qui étaient menées, enfin de l'idéologie qui était au pouvoir. Donc c'est plus à partir de 2015 où je me suis rendu compte que, bah, j'avais quand même la chance que si je faisais des bons résultats, on me donnait un micro et je pouvais m'exprimer, quoi. Ouais, mais sinon à quoi tu sentais que ça gênait davantage? Moins d'interviews, Non, non, moins non, de au niveau des focus, réactions, enfin, on m'a fait des interviews dans différents, journaux argentins. Ouais. Et c'est vrai que dans les commentaires, des fois, tu sentais que, il y avait des gens, ils acceptaient pas Mmh. que voilà, enfin, pour reprendre un peu les mots, c'était, ces gauchistes, qui pourquoi ils restent pas vivre en France? Enfin, c'était des mots, voilà, des paroles, assez, enfin, c'était des commentaires négatifs, Ouais. par rapport à l'histoire, enfin Par rapport à par rapport à l'histoire et qui l'histoire, revenait et qu'on entendait, ouais, ouais. dans les fins des années 70-80, Alors qu'avant, enfin, c'est vrai que, enfin, au début, enfin, c'était la période où j'ai eu le plus de, parce qu'en 2015, il y a eu les Jeux panaméricains. Et donc là, j'ai eu quand même, avant les Jeux panaméricains, j'ai eu quand même pas mal d'interviews et c'est là où vraiment, je me suis rendu compte que, bah, déjà, ils étaient, enfin, ça intéressait les journaux d'avoir un profil comme ça. mmh. Et que des fois ouais, ça réveillait des rancœurs, heu et après bon, avec l'élection de Macri de 2015 à 2019, bah, avec les politiques qui ont été menées, notamment par rapport au procès, enfin tout ce qui est au niveau des droits de l'homme, bah, c'est vrai que c'était, enfin, je sentais que c'était encore plus important d'en parler. Mmh. Même si au final, il y avait quand même beaucoup de journaux, de gauche, on va dire, qui me faisaient plus que des journaux. Mais il y a eu quand même quelques journaux, importants qui m'ont fait des interviews, qui m'ont toujours laissé m'exprimer. Mais c'est vrai que je trouvais que c'était important de pouvoir, porter cette voix-là, qui était invisibilisée dans les médias. Et Hégémonique, enfin dans les et et cette voix-là, toi, tu continues de la porter, mais ton message, il est, est-ce qu'il a pris le pas sur la compétition? Est-ce que c'est devenu une source de motivation pour la compétition? Comment les 2 se sont entremêlés d'après toi? Bah, c'est vrai que quand je joue, enfin, j'y pense pas forcément trop, mais par contre, quand je pense aux résultats, c'est vrai qu'à chaque fois, je me dis que j'ai envie de gagner pour pouvoir porter cette voix-là, aussi, quoi. Mmh. Enfin, c'est quelque chose qui est quand même très présent. Après, quand je suis en train de jouer, j'y pense pas réellement, mais pendant la journée, oui, par exemple, là, à la qualif olympique, bah, j'étais très, très déçue de pas m'être qualifiée parce que vu la situation, politique en Argentine, Mmh. de négationnisme, par rapport à la dictature,
Et ben je me dis que c'était dommage parce que j'aurais vraiment eu là l'occasion de parler et d'être écoutée, quoi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est qui est quand même hyper important pour moi. Oui, parce que là, depuis novembre, c'est novembre 2023 hein, que... Le 10 décembre, ça a été l'investiture, mais les élections ont été en novembre 2023. Ouais. Javier Milei, c'est ça ? Qui lui est au pouvoir, alors avec dans une situation vue de l'extérieur sur l'Argentine assez compliquée. Tu dis qu'il est négationniste, ça je n'ai pas bien regardé, par rapport aux disparus aussi. Oui, par rapport à la dictature, ils disent que c'était une... Oui. Ils disent que c'était pas qu'il y a eu une guerre entre deux camps. Ouais. Donc ils le mettent... et ils reprennent, il y a une théorie qui s'appelle la théorie de l'ennemi interne, en fait, qui est des deux démons, la théorie des deux démons, qui est celle des militaires pour justifier tout de la mise en place de l'appareil répressif, au lieu de dire que c'était une dictature civico-militaire qui a... assassiné. Nous, même en Argentine, on parle de génocide parce qu'il y avait une élimination systématique des opposants politiques. Okay. Donc, Et toi, le message que tu veux faire passer, c'est parler de cette situation ou c'est où il y a un message de reconnaissance, de paix, enfin tu vois, ou est-ce que c'est juste tu pointes du doigt? Ce qui serait déjà bien, ce qui serait déjà hyper important. Il y a aussi le fait de montrer qu'on peut faire, qu'on peut étudier, être athlète de haut niveau aussi, ça je trouve que c'est hyper important. Tiens, ça doit être une drosophile. Petite mouche. Ou un moucheron, je sais pas, j'ai pas vu. Mais ça aussi, je pense que c'est un message hyper important parce qu'à l'école, on m'a souvent dit qu'un jour, il fallait qu'il fallait que, à un moment donné, il allait falloir que je fasse un choix entre les études et le sport. Et ça, on me l'a dit souvent. Oui, et on l'entend souvent. On l'entend souvent. Ouais. Et c'est vrai que, moi, je trouve que c'est une bêtise parce que, moi, j'ai réussi à le faire. Parce que j'ai eu la chance, encore une fois, de croiser les personnes qui m'ont aidée. Mais je me souviens, par exemple, qu'au collège, ma prof de maths, qui était hyper bornée, ça l'exaspérait que je fasse des choses en dehors de l'école, j'ai l'impression. En plus, la pauvre, c'est vrai que j'exagère un petit peu, parce qu'il y avait des jours où j'arrivais avec mes partitions et mon sac de ping-pong, et donc elle était perdue. Mais par exemple, j'avais des profs qui, quand je ratais des DST le samedi, parce que c'était en terminale, on avait des DST le samedi matin, et moi, les compétitions, c'est samedi à 5h, quoi. Les matchs par équipe, c'est à 17h. Donc, des fois, si on joue, je sais pas moi, à Metz ou en Bretagne, on partait le matin à 10h, donc je pouvais pas faire les DST. Et donc, j'ai plusieurs profs qui m'ont aidé, qui me les donnaient à faire en devoir maison. Donc, ils me notaient. La note comptait pas pour ma moyenne, mais ils me disaient, nous, on veut que tu puisses faire... Ils me disaient... il faut que tu joues le jeu, tu te mets dans les conditions de l'examen, tu fais le truc en 3 heures ou en 2 heures, ça dépendait de l'épreuve, tu prends pas tu essaies de pas t'aider, quoi, tu te mets en condition d'examen et nous on te note. Comme ça, tu sais un peu où t'en es, quoi, parce que... Mais ça dépendait vraiment de qui, avec qui, du prof. Et donc ça, c'est... Et c'était complètement indépendant de l'école, c'était vraiment lié à la bonne volonté de chaque prof, indépendamment, vraiment. Donc c'est vrai que ça, c'est un peu dommage, parce que je pense qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place pour que les enfants et les adolescents, même les étudiants, puissent allier le sport, même si c'est pas le sport de haut niveau, mais même de pouvoir faire du sport régulièrement et les études, quoi. Je pense que par rapport aux États-Unis, par exemple, on est vraiment en retard là-dessus. Même si moi, je prends pas du tout souvent exemple des États-Unis, mais au niveau du sport, c'est vraiment quelque chose qui, c'est le jour et la nuit, quoi. Le sport universitaire en France, ça n'existe pas. C'est du loisir presque, ça n'existe quasiment pas. Et c'est vraiment dommage. Et tous les gens, tous les étudiants qui sont dans une filière de haut niveau ou même de bon niveau national, qui jouent quand on joue en 2e, 3e division, on a besoin de s'entraîner tous les jours. C'est vraiment...
et ils sont un peu coincés parce qu'il y a très très peu de filières qui leur donnent la possibilité de faire une licence en 4 ans, par exemple, ou avec des horaires aménagés, parce que c'est réservé aux sportifs de haut niveau. Donc la liste ministérielle qui donne les sportifs de haut niveau. Et donc si tu n'es pas dans cette liste-là, tu n'as pas accès aux aménagements horaires qui sont pas forcément suffisants d'ailleurs. Mais c'est vrai que ça aussi, pour moi, c'est hyper important. De dire voilà, moi j'ai quand même réussi, même si j'ai pas atteint le niveau des meilleurs athlètes français, j'ai quand même un agenda, enfin j'ai le même agenda finalement, j'ai le même agenda qu'un athlète, qui est numéro 50 mondial, mondial, parce qu'on a les mêmes compétitions, on a les mêmes engagements, on a les mêmes charges horaires d'entraînement, donc à mon niveau, en fait, on a besoin des mêmes aménagements, j'aurais eu besoin d'avoir des mêmes aménagements. Ouais. Donc tu fais porteuse de voix pour cette thématique-là, sur études et sport de haut niveau et aménagement. Exemple de la prof de maths. On pense à la prof de maths, on pense aussi à la directrice qui a validé ton entrée. Non, il y a ma directrice de thèse aussi, parce qu'elle m'a vraiment soutenue dès le premier jour, parce que quand je suis allée passer mon entretien, en fait, c'était mon stage de Master 1. Et en fait, moi, je savais pas s'il lui parlait du tennis de table, parce que ma mère, elle me disait, je sais pas s'il faut que tu lui en parles. Et moi, je savais pas. Et en fait, quand j'étais devant elle, je lui ai dit, moi, en fait, je fais du tennis de table à haut niveau et j'ai des compétitions le week-end et j'ai besoin de m'entraîner le soir. Et en fait, sa réaction, elle m'a vraiment aidée, parce qu'elle m'a dit mais moi je trouve ça génial, parce que les sportifs, ils savent travailler en équipe, ils ont une meilleure résistance au stress, ils acceptent très bien les critiques, plein de choses qui s'apprennent pas forcément, mais dont la pratique fait que on les assimile, on les incorpore dans notre parcours, et qui sont pas donnés par des notes ou par un diplôme. Et c'est vrai que souvent on valorise pas ces choses-là, maintenant un peu plus quand même. Mais c'est vrai que moi, quand j'étais à l'école ou à la fac, je me souviens par exemple de TP où il y avait quelqu'un qui devait montrer une manip. Ils étaient comme ça, alors que moi, je sentais aucune pression de me dire que j'allais faire une manip devant les autres. Je pense que le conservatoire aussi m'a aidée, parce que de jouer du piano devant un jury, ça me stressait plus que le tennis de table d'ailleurs. Mais il n'y avait pas les caméras. Non, il n'y avait pas les caméras, mais si tu fais une fausse note, ça s'entend. Alors que quand tu fais un match, même si tu commets des erreurs, tu peux quand même gagner à la fin. Alors que là, dès que tu fais une faute, c'est des points en moins. Mais c'est vrai que ça m'a toujours beaucoup plus stressée. Mais voilà, de ce profil-là, finalement, en fait, ça lui a pas fait peur, et en fait, elle l'a vraiment valorisé. Elle m'a dit, il va falloir qu'on soit très organisé. C'était pas un problème, parce que moi, je suis très organisée de base. Parce que les périodes où je partais, j'avais 5 semaines de vacances, et en gros, c'était c'était des compétitions, quoi. Je prenais une semaine quand j'avais une compétition, championnat du monde, championnat latino-américain, championnat sud-américain. Et donc, je partais un samedi, je rentrais le dimanche d'après, et le lundi, j'étais au labo, quoi. Et il fallait qu'on prévoie les mouches, les manifs qu'on allait faire en rentrant, les choses qu'il fallait qu'on finisse avant que je parte. C'était une organisation quand même très importante. Et j'ai eu la chance d'avoir Anne Plessis, ma directrice de thèse, qui m'a toujours soutenue. Et j'avais l'exemple du labo d'à côté, où j'avais une fille qui faisait de la plongée 2 fois par semaine. Et la deuxième année de thèse, son directeur de thèse est venu la voir et lui a dit écoute, la plongée là, c'est un peu en trop. Donc, là aussi, j'ai eu de la chance de tomber sur cette personne-là, parce que elle m'a toujours aidée et soutenue. Après, moi, j'ai bossé derrière, mais voilà, j'ai eu la chance d'avoir eu la porte ouverte quand même, et qu'on m'ait pas complètement bridée et dire non, c'est pas possible, c'est soit tu fais ça, soit tu fais ça. Parce que moi, j'aurais pas. En fait, je sais pas si j'aurais pu faire une thèse dans d'autres conditions, vraiment. Et ce qui est surprenant, en fait, à t'entendre depuis tout à l'heure, moi, j'arrête pas c'est le mot conviction, quoi, qui me vient en tête. On dirait que t'as réussi à suivre ce qui t'intéressait, ce qui te passionnait, mais aussi les choses sur lesquelles t'étais convaincu pour leur utilité, ou pour leur bienfait, ou pour la légitimité du message que tu portes, tu vois, encore.
c'est assez surprenant. Toi, de ton parcours, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour quelqu'un qui aurait... Parce qu'il y a plein de personnes, en fait, finalement, qui ont des messages à faire passer, des choses qui leur tiennent à cœur. Et j'ai l'impression que toi, tu as réussi, ce qui te tenait à cœur, à trouver un moyen pour le faire exister dans ta vie. Trouver un micro à travers le tennis de table, tu vois. Avoir accès à des médias pour parler de choses qui t'importent. Quel conseil tu donnerais, toi? Moi, en fait, j'ai pas l'impression de les avoir cherchés. C'est un peu arrivé avec le niveau que j'ai atteint. Mmh. C'est vrai qu'à la base, j'avais pas forcément pris la mesure quand en 2005, on a discuté avec mon entraîneur de ça. C'est vrai que un peu porter la voix des disparus ou des mères de la place de Mai, des enfants disparus, puisque mes sœurs aussi, elles sont militantes pour des enfants disparus. C'est vrai que c'était pas quelque chose. Enfin, j'avais 15 ans. Enfin, j'étais pas vraiment consciente, même si je pense que j'ai toujours eu une conscience politique un peu plus importante que quelqu'un qui n'a pas autant de contact avec. Enfin, moi, c'est un sujet qui est constant. Je veux dire, c'est à table, c'est je sais pas, 70% des conversations, c'est des conversations politiques. Enfin, c'est vraiment quelque chose. J'ai toujours baigné dedans, surtout politique des droits humains. Mais comme conseil, bah, de pas avoir peur en fait si on me dit que tu peux pas y arriver, parce que moi on me l'a souvent dit, même quand j'ai commencé le tennis de table, il y a un des entraîneurs qui a dit que j'atteindrais jamais le haut niveau parce que j'avais commencé trop tard. C'est vrai que j'ai commencé un petit peu tard. Maintenant on commence plus tôt. En général, les joueurs de haut niveau, ils commencent vers 7, 8, 9 ans. Moi j'ai commencé quasiment à 11 ans. Mais en fait, j'ai réussi quand même. À l'école, on m'a dit qu'il fallait que je choisisse entre les études et le sport, et en fait, j'ai réussi à le faire. Ouais, et si, un conseil pour réussir, c'est qu'il faut être très organisé. Ça, c'est quand même quelque chose, ouais. Parce que sinon, c'est compliqué, c'est très, très difficile d'arriver. Enfin, sinon, on se perd. Je pense que c'est. Enfin, en fait, plus on fait de choses, plus il faut être organisé, parce que sinon, on se perd on peut se perdre, on peut se frustrer parce que du coup, on n'arrive pas ça se trouve, on n'arrive pas à faire deux choses parce qu'on n'est pas bien organisé. Pas parce qu'on n'est pas capable de le faire, mais juste on n'a pas la bonne méthode pour y arriver. Justement, toi, parce que ça fait 2 fois que tu le dis, ça aussi, voilà, il faut bien s'organiser pour la thèse et tout. Toi, si t'as un tips, comment t'arrives à t'organiser justement, à mêler la carrière, les déplacements, Moi, j'écris tout. le labo J'écris tout. T'écris tout? Ouais. Smartphone? Oui, ou même calendrier, quand j'étais en thèse, mais même après, c'est marrant parce que je faisais du tri dans mes affaires il y a pas si longtemps que ça. Et en fait, au collège, j'avais un emploi du temps où j'avais tout noté, j'avais mes horaires et j'avais conservatoire, machin, compétition. Et en fait, j'avais une feuille par semaine. Enfin, j'avais vraiment un agenda, mais pas un petit agenda, c'était vraiment des feuilles où j'avais écrit lundi, mardi, machin, avec les dates. Et tous les jours, en fait, je savais ce que j'avais à faire. Enfin, c'était une feuille à 4 avec les jours comme ça. Et enfin, c'était... Et ça, j'étais au collège. Et c'est vrai que pendant ma thèse, je faisais ça pour mes manips, parce que les manips, il y a vraiment ça prend du temps, et donc tu as des temps où tu dois attendre. Donc des fois, tu as 2 heures d'attente parce que tu dois faire un truc. Tu as une manip où tu dois faire un lavage. Voilà. Et donc, le temps, c'est ce qu'il y a de plus important pour faire. Si on veut faire beaucoup de choses, il faut réussir à se libérer du temps. Ou à l'organiser correctement pour ne pas en perdre, justement, et ne pas se dire ah merde, pardon, mince. Tu peux. Je sais pas, au lieu d'être je sais pas, j'ai passé 2 heures à faire ce truc-là alors que j'aurais pu le faire en 1 heure, ou parce que je sais pas, je suis partie manger dehors alors que j'aurais pu manger. Enfin, moi, souvent, je mangeais devant mon ordinateur et je prenais pas trop de pauses. J'arrivais très tôt le matin pour pouvoir partir aussi parce que je m'entraînais le soir. Donc, c'est vrai que j'arrivais plus tôt que tout le monde. J'arrivais 1 heure, 1h30 plus tôt que la plupart des gens qui étaient au labo. Parce que il fallait qu'à 5 heures, je sois partie. Alors que les gens, en général, ils traînent un peu. Enfin,
Ils commencent à 9h, 9h30, ils partent à 18h, 19h, même. En sachant que parfois, il y a des manips, et ça dure jusqu'à 21h. Et c'est comme ça. Enfin, et je pense que, oui, en écrivant, en fait, En écrivant, tout, même sur le calendrier, enfin, sur un calendrier, sur le téléphone. Après, moi, j'aime bien écrire parce que, en plus, enfin, t'as plus d'espace. Alors que le téléphone, c'est tout petit. En général, c'est coupé, donc c'est pas forcément hyper confortable pour lire et même pour retenir les choses. Je pense que, moi, j'arrive beaucoup mieux à retenir quand je peux toucher le papier, ou même quand j'écris. Déjà, d'écrire, ça m'aide à retenir, un peu vraiment incorporer ce que je vais faire. Déjà, même d'y penser, alors que quand j'écris sur mon téléphone, c'est un peu, je le mets là et il va me le rappeler, donc je l'ai plus du tout en tête. Je pense que ça peut vraiment aider. Et aussi de pas de pas être frustré si on peut pas forcément s'entraîner. Enfin, moi, par exemple, pendant la thèse, des fois, il y avait des jours où je pouvais pas m'entraîner. Et je me dis, attends, enfin, j'ai essayé de pas trop me prendre la tête sur le fait de pas pouvoir m'entraîner, parce que sinon, en fait, c'était pas possible. C'était dur parce qu'il y avait des semaines où j'arrivais pas à m'entraîner du tout. Mais en même temps, c'était comme ça. Donc, en fait, j'avais accepté la situation d'être. J'étais en train de faire ma thèse, donc, j'avais un travail, parce que c'est un contrat de travail. C'est de la recherche, donc il y a pas vraiment d'horaire. On a là quand même la liberté, quand on fait en tout cas, nous, dans le labo, si on avait par exemple, rendez-vous médical, des fois, t'as pas un horaire à 19h, hein, c'est à 15h. On pouvait partir, on pouvait revenir. Enfin, on avait ces flexibilités-là, mais en même temps, s'il faut finir une demande d'argent ou un papier ou une présentation, si tu dois rester jusqu'à 11h du soir au labo, tu vas rester. Si tu veux que tu viennes le samedi parce que tu as une manip, que tu dois. Si tu viens pas le samedi, tu vas perdre une semaine, tu dois le faire. Donc, enfin, à ce moment-là, j'avais un peu mis de côté quand même le haut niveau. Le haut niveau, enfin, la méthode d'entraînement, finalement, parce que je jouais au niveau, mais j'avais pas l'entraînement du haut niveau. J'étais pas. Ce qui était difficile, parce que quand j'arrivais en compétition, ça se voyait un peu quand même. Ouais. Moi, je mettais quelques jours à rentrer un peu dans le rythme, surtout que les compétitions, c'est quasiment tout le temps en Amérique latine, donc il y a la différence horaire de minimum 4 heures, ça peut aller jusqu'à 7-8 heures. Donc c'était compliqué, mais en fait, c'était un peu comme si je m'étais dit, de toute façon, c'est comme ça. Et si je peux m'entraîner, très bien. Si je peux pas m'entraîner, tant pis. Et je vais essayer de m'entraîner, de trouver un autre moyen de m'entraîner. Donc j'avais réussi à, par exemple, trouver des entraînements le midi avec une joueuse qui était à Porte d'Ivry. Donc moi, comme j'étais au bibliothèque François Mitterrand, en fait, je prenais le tram et je m'entraînais entre midi et 2. Du coup, après, c'est vrai que ça me laissait toute l'après-midi pour faire mes manips. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut essayer de pas être trop dur si on n'arrive pas à s'entraîner. Parce que, en fait, au final, sinon, quand t'es à l'entraînement, tu t'arrives même plus à jouer. Enfin, si t'es tout le temps en train de penser que, je sais pas, ton premier entraînement, tu l'as fait jeudi, et quand t'arrives et tu te dis, moi, j'ai pas réussi à m'entraîner ni lundi, ni mardi, ni mercredi, samedi j'ai match, comment je vais faire? Oui, c'était frustré et ça peut pas marcher, quoi. Mais oui, moi je pense que l'organisation, c'est le numéro 1. Ouais. Et puis même si on fait que du sport de haut niveau, enfin, même dans n'importe quel milieu quand on est organisé, on gagne du temps, en fait. Et par rapport à ton parcours où là, du coup, tu portes le message aussi que tes parents l'histoire, en tout cas, de tes parents t'a amené à porter. Ça leur fait quoi, justement, à tes parents? De voir ton parcours et fait se dire, tiens, voilà, que leur fille... Ils sont fiers. Oui, ils sont fiers. Mon père, je pense que au-delà du message politique, le fait que je représente le pays, en fait, que j'ai suivi un peu sa voie, parce que lui aussi, il était athlète de haut niveau, il était coureur professionnel. Donc c'est vrai que
même si le sport automobile, il est pas toujours considéré comme les autres sports, mais c'est vrai que c'est la même, c'est la même chose. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui le rend très fier finalement d'avoir, parce que ça saute pas forcément aux yeux. Et puis c'est vrai qu'au niveau du message politique, ils sont, et même mes grandes sœurs, parce qu'elles aussi, elles sont militantes. Et je pense que oui, c'est une fierté pour elles et pour mon père, pour ma mère, mes sœurs et mon père, d'avoir quelqu'un qui puisse, porter cette voix et oui. Puis c'est aussi, moi je le vois un peu aussi comme une forme une revanche sur ce qui leur est arrivé à eux, qui ont dû partir de leur pays, qui ont dû abandonner toute leur vie pour recommencer de zéro, parce on n'en voulait pas en fait. On voulait qu'ils disparaissent. Et que moi je revienne comme une fleur en disant coucou, non, on est là, on n'est pas mort, on est là, et on est toujours là et on ne partira pas. C'est vrai que c'est un peu une revanche sur tout ce qui s'est passé, quoi. Ouais, sacrée revanche. Je vois le temps qui passe, du coup, je vais pas tarder à te libérer. Est-ce que tu as un livre ou un film qui t'a inspiré? Moi, je trouve qu'un livre, un bouquin, tu vois, un film, ça peut être dingue, tu vois, ça peut te toucher, ça peut te marquer à fond. Moi, j'aime beaucoup lire, donc je lis beaucoup, donc c'est vrai que c'était un peu difficile de trouver un seul bouquin. Donc j'ai réfléchi, mais il y en a un qui est pour moi de Eduardo Galeano, qui a écrit beaucoup de livres sur différents sujets d'ailleurs. C'est un auteur uruguayen, un très grand auteur uruguayen, qui a écrit... Il a écrit un livre sur le football, par exemple. On se dit, un auteur, un intellectuel, pourquoi est-ce qu'il écrira sur le football? Et il a écrit aussi sur le livre, ça s'appelle Mémoire du feu. En fait, c'est 3 tomes. Et il écrit beaucoup. Ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est que c'est des petits récits, mais des fois, ça fait un paragraphe. Donc c'est vraiment des petits contes et des petites histoires. Donc ça peut faire 3-4 pages ou une page. Et les Mémoires du feu, c'est en fait ça retrace un peu, ça reprend des légendes pré-colonisation de l'Amérique latine, des situations, donc des faits historiques pendant la colonisation, et en fait c'est tout entremêlé, donc les 3 sont en ordre chronologique, et c'est super intéressant parce que ça mêle un peu légendes et faits historiques racontés, romancés entre guillemets, parce que c'est pas exactement, mais il reprend des documents historiques, des faits historiques qui ont réellement eu lieu, donc ça, en fait, c'est hyper varié, et ça permet un peu de prendre conscience de ce qui s'est passé pendant la colonisation. Donc il y a des textes qui sont hyper crus, parce que ça parle d'exécution, des trucs, des massacres. Mais après, il y a aussi des légendes qu'on connaît pas forcément, ou qui sont très belles, et en fait, ce qui est sympa, c'est que en fait, il y a quand même un fil conducteur, mais on n'est pas obligé. Tu peux ouvrir le livre et tu lis une histoire, et en fait, elle a rien à voir avec l'histoire de la page d'avant. Donc c'est sympa de pouvoir le lire aussi comme ça, de se dire tiens, je vais lire 2-3 histoires aujourd'hui. Tu peux le reprendre dans un mois, et en fait c'est pas en continu, quoi. Il n'y a pas un début et une fin. Et on peut lire ces 3 bouquins. Et donc je trouvais que c'était sympa de parler de ce livre, c'est 3 livres du coup, mais de ces livres-là pour aussi un peu pas encore diffuser un peu de la culture latino-américaine, et parler de la colonisation, de ce qui s'est passé, et en même temps c'est pas du tout glauque, c'est très bien écrit et ça se lit très facilement. Et en même temps, ça fait beaucoup réfléchir. Donc, je trouve que c'est un bouquin trop bien, très, très sympa. Trop bien. Je connais pas. Excellent. On mettra tous les descriptifs en commentaire. Mémoire du feu. Ouais. Et
tu vois, maintenant, bon, on a causé un petit peu, même avant, tu vois. Pour nous, les héros minuscules, on a un peu notre définition et elle évolue à chaque entretien, chaque rencontre qu'on fait, tu vois. Mais on aime bien demander aussi, ça serait quoi la définition de nos invités? Tu vois, un héros minuscule, pour toi, ça serait quoi? Bah, je pense déjà c'est une personne avec un destin singulier, qui qui a pu faire ou qui réalise des choses bah, qui font évoluer les mentalités, sans forcément, enfin, sans être médiatisé, parce que sinon, du coup, je pense que ça rentre plus trop. C'est quelqu'un de trop médiatisé, ça rentre plus dans la case héros minuscule. Je pense que c'est des personnes qui sont anonymes, enfin, je veux dire, qui sont pas connues, qui sont pas médiatisées. Je pense que ça, c'est. Et oui, et qui réalisent des choses à leur échelle, qui peuvent enfin, qui font bouger, qui peuvent faire bouger les lignes, mais qui sont pas forcément visibles, bah, dans les médias et qui sont pas forcément reconnus et connus et adulés comme d'autres personnes qui réalisent pas forcément des choses aussi importantes, mais qui sont très connues et reconnues. Voilà. Ouais, merci, j'aime beaucoup. Et t'en as à nous recommander? Qu'on pourrait aller interviewer, qu'on pourrait aller voir, qu'on pourrait aller... Bah, Ça veut pas dire qu'on va le faire, hein, mais c'est juste... Bah moi c'est ma mère en fait, parce que je pense que j'ai pas d'autres personnes qui a un destin Ouais. autant hors du commun autour de moi qu'elle, parce qu'elle a toujours su rebondir, et en fait elle a toujours maintenu, elle a toujours gardé ses convictions, et elle s'est toujours battue pour ses convictions, et encore aujourd'hui, enfin, elle milite dans une association qui s'appelle l'Assemblée des citoyens argentins en France, et en fait elle lâche pas, quoi. Elle est ici, mais elle est toujours concernée par le destin du pays, du peuple. Et en fait, oui, je me suis creusé la tête, et en fait, bah, c'est ma mère. Je pense que c'est la personne la plus appropriée. Ça me fait un peu gnangnan, mais. Non, mais je pense que vraiment, elle a un destin hors du commun, et elle s'est toujours battue pour, bah aussi pour réussir ce qu'elle voulait faire. Enfin, et elle nous a toujours inculqué de faire ce qu'on avait envie. Enfin, si on avait envie de faire quelque chose, bah il fallait qu'on se batte pour le faire, et toujours essayer d'avoir en fait, le plus de cartes en main. Donc c'est pour ça qu'on a toujours, enfin, on a fait de la musique, on a essayé, on a touché à tout. Enfin, elle a toujours été hyper ouverte pour que mon frère et moi, notamment, parce qu'on on puisse choisir vraiment, on puisse trouver notre voie sans œillères, quoi. Parce que mon frère aujourd'hui il est musicien, et moi je suis athlète de niveau, donc c'est pas très commun, on va dire. Ouais, c'est clair, c'est deux parcours pas communs. Ouais. Donc Bon, oui, ce serait elle. Ok. Bon, bah si un jour elle veut passer au micro, avec grand plaisir. Bah, je lui en parlerai. Comment on te contacte, ou les auditeurs, comment ils peuvent te suivre? Sur quoi? C'est Instagram, LinkedIn? Sur Instagram, c'est Camille Argolès, @Camille Argolès. Après, Twitter, enfin X, j'ai un compte, mais je l'utilise pas beaucoup. Je crois que c'est le même compte. Enfin, c'est Camille Argolès. Facebook, c'est pareil. L'association, là, tu peux me redonner le nom? Oui, c'est l'Assemblée des citoyens argentins en France. ACAF, ça s'appelle. Ok. Et il y a un site web. Où notamment, s'il y a des gens qui sont intéressés, on met souvent des newsletters sur l'actualité argentine, parce qu'on essaie de suivre l'agenda des mobilisations pour dénoncer aussi ce qui est en train de se passer là-bas, ici. Ouais, là on n'est pas trop rentré là-dedans. On aurait pu faire tout un deuxième épisode là-dessus, malheureusement. Mais on va pas prendre plus de temps pour toi aujourd'hui. Merci beaucoup pour ta présence. C'était chouette. Bah, merci à vous. C'était vraiment très sympa. C'est un vrai plaisir, hyper inspirant. Puis je pense qu'en fait,
Il y a, à travers ton parcours, alors forcément suite de tes parents aussi, et notamment suite de ta mère, il y a comment est-ce que se construisent les convictions et comment on les garde et comment on les maintient et comment, avec ses propres convictions, on se trace un chemin. Et je trouve que ça se dégage vachement de tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Donc merci beaucoup. Pas de rien. J'espère que ça plaira aux auditeurs. Même si maintenant je me rends compte qu'il y a plein de choses dont on n'a pas parlé. Mais bon. Ouais. Ouais. Mais tu pourras revenir. Ok, pas très bien, avec plaisir. Moi, si on met un micro pour parler, pour discuter, je suis là. et il y a une table et il y a une caméra en plus. Donc finalement. C'est ce que je redoutais. C'était pas loin de ce que tu redoutais finalement. Oui. Et pourtant, t'en es bien sorti. Merci beaucoup. Ouais, merci. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Héros minuscules. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Alors pour nous aider à continuer, on compte sur vous pour 2-3 actions minuscules. La première, vous abonner et mettre 5 étoiles. La deuxième, vous demandez quelles sont les 2 premières personnes à qui vous auriez envie de partager cet épisode et envoyez-leur un petit message. La troisième, pensez également à liker nos réseaux sociaux pour aller plus loin dans l'univers des héros minuscules. Et à très bientôt. Et on vous embrasse.